Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina, dont voici les titres. Une personne ordinaire qui vit dans des conditions extraordinaires, c'est ainsi qu'est défini le réfugié célébré en ce 20 juin par la communauté internationale. Rendre hommage, oui, mais surtout plaider en faveur de ces personnes qui ont dû quitter par la force des choses leur pays d'origine et se retrouver dans une terre d'accueil. Ils sont près de 20 millions de réfugiés recensés à travers le monde, dont plus de 30 000 vivant sur le sol burkinabé. Le sol burkinabé, justement, qui est riche de ses ressources touristiques à l'image des ruines de l'Oropénie. Le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a reçu la visite du président du Faso. En marge de ses assises nationales de la jeunesse tenues à Gawa, Michel Kafando a tenu à se rendre sur le lieu qui n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Il faudra payer un peu plus cette année pour aller au Hajj 2015. Face à la presse ce matin, le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque l'a annoncé, non sans raison. Qu'à cela ne tienne, les plus de 5400 places réservées au Burkina sont déjà prises par les pèlerins. Preuve pour les organisateurs que le taux alloué au pays est faible. Bonsoir, une fois de plus, et merci de suivre la télévision du Burkina. Avant donc de développer, toujours dans le développement de ce titre, cette visite du président du Faso sur les ruines de l'Oropénie en marge des assises nationales de la jeunesse tenues à Gawa, Michel Kafando s'est rendu sur le seul site touristique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour lui, il faut un appui conséquent pour valoriser au mieux les ruines situées dans le sud-ouest du Burkina. Eleonore Ouedraogo. Un tonnerre d'applaudissements pour accompagner le président de la transition à la découverte des ruines de l'Oropénie. C'est une première pour Michel Kafando qui découvre ici une richesse culturelle qui mérite amplement son inscription au patrimoine de l'humanité. Mais on était loin vraiment de découvrir cette réalité qu'on a découverte aujourd'hui. Que c'est vraiment quelque chose de nématique. Parce qu'on se pose toutes les questions. Oui, ce soir, on a posé toutes les questions, toutes les hypothèses sont venues sur la table. Mais on ne peut pas y répondre parce que, bon, ce ne sont que des suppositions. Ça accroît davantage l'importance de ce site-là, son côté énigmatique. Le patrimoine de l'Oropénie, c'est un musée, un centre d'accueil et un site archéologique qui peine à poursuivre les recherches pour l'enrichissement des découvertes. S'il y a à solliciter, c'est vraiment un équipement des ruines de l'Oropénie en matériel pour les archéologues afin qu'ils puissent percer le mystère des ruines de l'Oropénie. Et le président de la transition d'appeler les populations à fournir des efforts pour accompagner les fouilles des ruines de l'Oropénie. Il faut que nous fassions aussi un effort pour contribuer à la préservation du site. J'en parlais tout à l'heure au ministre de la Culture, il faut que le gouvernement fasse un effort dans ce sens. Et de façon générale, je crois que tout le monde doit comprendre que c'est un site qu'il faut protéger, préserver, comme étant véritablement une richesse, non seulement du Burkina, mais aussi du monde entier. La visite des ruines de l'Oropénie par le président de la transition marque, selon les premiers responsables du site, l'engagement du gouvernement à faire de cette richesse une véritable fierté burkinabé. Et après le sud-ouest, le président du Faso s'est rendu dans l'ouest du Burkina. Il est arrivé cet après-midi même à Bobo-Dioulasso pour prendre part à la nuit du coton, une nuit pour célébrer les producteurs de l'or blanc. Kadou Romenki. C'est sous un soleil de plomb que le président du Faso, Michel Kafando, est arrivé dans la ville de Sia ce samedi 20 juin 2015. Ici, à l'entrée de la ville, à 16h50 précisément, Michel Kafando et sa suite ont été accueillis par les autorités de la région et par quelques ministres. Direction pied-à-terre du président. Tout au long du chemin, les populations sont sorties pour saluer la venue du président qui prendra part à la célébration de la nuit du coton ce soir même à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso.
Ils sont plus de 20 millions de personnes avec le statut de réfugiés, dont près de 30 000 vivant sur le territoire burkinabé. La journée mondiale du réfugié est commémorée en ce 20 juin au Burkina Faso à l'instar de la communauté internationale. C'est à Mentao, dans la région du Sahel, qu'une halte a été faite pour plaider en faveur de ces personnes ordinaires vivant une situation extraordinaire. Adama Koulibaly. En 2014, en moyenne, chaque jour, 42 500 personnes sont devenues des réfugiés, des demandeurs d'asile ou encore des déplacés internes. Ce chiffre émane de la déclaration d'Antonio Guterres, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié 2015. Pour nous, c'est très important de rendre hommage aux réfugiés qui sont comme vous et moi, des femmes, des hommes, des enfants qui fuient des guerres, des conflits dans leur pays d'origine. Au Burkina Faso, le dernier recensement fait cas de 33 400 réfugiés, essentiellement des Maliens, qui vivent ici sur le site de Mentao, à quelques encablures de Djibo, qui accueille la célébration nationale. Cette journée mondiale des réfugiés tombe aussi avec la signature des accords de paix et de réconciliation au Mali par le dernier groupe rebelle, la coordination des mouvements de l'Azawad. Nous voyons là un bon augure, qui est que les réfugiés qui ont été obligés de quitter leur pays pour une raison ou pour une autre, et dans tous les cas qu'ils sont partis à leur corps défendant, doivent être accueillis dans notre pays. Au-delà même de l'hospitalité qui caractérise le peuple burkinabé, nous considérons que c'est des frères et des sœurs que nous accueillons. Le Japon a octroyé en 2012 et en 2013 un don d'un montant à peu près 4 milliards 440 millions francs CFA pour manifester la solidarité vis-à-vis des réfugiés maliens. Les réfugiés ont souhaité plus d'appui sur les plans alimentaires, sanitaires et éducatifs. Le premier bébé né ce 20 juin, journée commémorative du réfugié, a reçu des présents. Sensibiliser, informer pour une prise de conscience, la stratégie est adoptée par le Fonds commun genre qui finance une réunion de plusieurs acteurs sur la proposition de loi portant prévention, répression des violences faites aux femmes et aux filles. Une fois validée, la proposition sera soumise à la sanction des députés du CNT. Estelle Judith Assogba. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a élaboré un projet de loi portant prévention, répression des violences faites aux femmes et aux filles et prise en charge des victimes. Ce projet de loi devrait être soumis le 8 juillet prochain au Conseil national de la transition pour adoption. Mais avant, il faut multiplier les actions de plaidoyer et de sensibilisation auprès des acteurs étatiques et non étatiques. Et l'atelier des Ignarés constitue la première étape. Au cours de cette rencontre, il est prévu la présentation de la loi parce que nous avons invité un certain nombre d'acteurs que sont les OSC, les coutumiers et les religieux et les représentants des départements ministériels. C'est pour leur donner l'information de l'existence de la loi et que nous souhaitons aller demander l'adoption de la loi par le CNT. La sensibilisation va se poursuivre dans d'autres localités du pays en vue de susciter l'adhésion et l'engagement de tous afin que la loi soit adoptée. Au Burkina Faso, il n'existe pas encore un instrument juridique spécifique permettant de réprimer les pratiques traditionnelles néfastes et différentes formes de violences faites aux femmes et aux filles. L'adoption de cette loi pourrait protéger celles-ci contre toute forme de discrimination. Il reste encore fort à faire quant à la bourse allouée au secteur de la promotion des droits de l'enfant et de la femme. Une étude a été commanditée par l'UNICEF sur la période allant de 2010 à 2015 et révèle que les efforts sont considérables. Les résultats de cette étude ont été rendus publics. Les voici présentés par Monira Kéré et Estelle Judith Assogba. Environ 16% des infrastructures de l'enseignement primaire au Burkina Faso sont vétustes et les 15% du budget annuel alloué au secteur de la santé ne sont pas effectifs. Ce sont entre autres les résultats d'une étude.
Une étude commanditée par l'UNICEF et réalisée par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Nous avons été sollicités à réaliser une étude en ce qui concerne les allocations budgétaires aux secteurs sociaux, plus particulièrement l'éducation, la santé maternelle et infantile et la protection sociale et aussi dans la commune de Ouagadougou. Rendre les services sociaux de base plus accessibles aux femmes et aux enfants, c'est l'objectif visé par l'étude. De ce rapport, ce que nous allons peut-être faire, c'est développer une stratégie de plaidoyer vers les personnes cibles pour qu'il y ait un changement. Comme vous le constatez, quand vous faites le tour dans nos maternités, vous voyez que les femmes accouchent à même le sol, dans une formation sanitaire, ce qui n'est pas normal. Cette étude qui a été faite sur une période de 5 ans a principalement concerné les ministères de la Santé, de l'Éducation et de l'Action sociale. Elle a été réalisée dans la commune de Ouagadougou et dans la région de l'Est. Ouvrons à présent la page politique de cette édition. C'est la première femme à se déclarer officiellement candidate à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Joséphine Maria Goriti-Mizon l'a annoncé cet après-midi même à Ouagadougou. Cette linguiste de formation fait partie de la liste des candidats indépendants à la présidentielle. Draman Dadian. Linguiste de formation, Joséphine Maria Goriti-Mizon annonce sa candidature à la présidentielle du 11 octobre 2015. La femme en tant que mère, je pense qu'elle peut faire beaucoup de choses pour un changement véritable. Elle fera bien partie des sprinteuses à l'élection présidentielle prochaine avec comme projet de société l'enseignement du patriotisme, la lutte contre l'impunité et le terrorisme, entre autres. Joséphine Maria Goriti-Mizon dit également faire du chômage des jeunes son cheval de bataille. Elle demande donc aux électeurs de lui faire confiance. Je les invite à plus de vigilance, d'observation, de conscientisation. Et je suis sincère que, tel que je connais mes frères et sœurs, ils ne feront pas un mauvais choix. Et le peuple en a besoin. Et je suis avec eux. Pour l'heure, elle est la première femme candidate indépendante à annoncer officiellement sa participation à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Un autre candidat à la magistrature suprême s'est également dévoilé. Aimé Évariste Bouddha, le président du Conseil du peuple pour l'action prône le changement radical. Le COPAC a tenu sa rentrée politique à Ouagadougou. Le compte rendu avec Draman Guéné. Voici un nouveau candidat à la présidentielle de 2015, Aimé Évariste Bouddha. Investi par le COPAC, le Conseil du peuple pour l'action, sa candidature vient d'être officialisée à cette rentrée politique du parti. Une candidature soumise à certaines conditions. Nous sommes candidats aux élections présidentielles, mais nous posons une certaine condition. Par exemple, nous vous avons dit, nous avons lancé une souscription nationale. Si le peuple, à travers nos programmes politiques, y adhère, puisque la souscription est de 500 francs par personne, à partir de là, nous allons connaître notre potentiel électoral et dans ce sens, nous allons partir aux élections présidentielles. Ce n'est pas pour récupérer l'argent pour la caution, parce que pour la caution, il n'y a pas de problème, mais nous ne voulons pas être ridicules à ces présidentielles. Le COPAC est un parti révolutionnaire et de la jeunesse selon ses responsables. Il compte s'attaquer à certains maux de la société. C'est d'abord la lutte contre la corruption, la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, parce qu'un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Il faut d'abord miser sur nos ressources alimentaires, que chaque Burkinabé puisse avoir au minimum 2 repas par jour. Aimé Évariste Bouddha place cette rentrée politique sous le signe du changement radical. Un changement qui ne peut s'opérer selon lui qu'avec le COPAC.
Le Congrès pour la démocratie et le progrès était pour sa part à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud. Le président du parti et ses collaborateurs sont allés présenter à leurs militants le nouveau bureau exécutif national du CDP. Le point avec Bouma Ernest Nebier. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Edi Komboigo à la rencontre de ses militants de Manga dans le Centre-Sud. Des militants à qui il est venu présenter le nouveau bureau exécutif national du parti et leur parler du renouveau du CDP. On a tant connu le CDP pour mort, on l'a dit tantôt. Ça a sillonné partout pour dire qu'il n'y a plus de raison de se battre pour un parti comme le CDP. Votre mobilisation ce matin témoigne le contraire. Tolérance, confiance, pardon et réconciliation, c'est également le message de paix que le bureau exécutif national du CDP a apporté à ses militants et à l'ensemble des populations de la région du Centre-Sud. Nous sommes un grand parti de tempérance, de tolérance et de dialogue. C'est pourquoi nous tendons la main. Il faut tendre la main à tous ceux qui ont quitté le parti pour une raison ou pour une autre. Je vous demande, section et sous-section, ouvrez, tendez la main à tous ceux qui veulent revenir au CDP. Le 11 juillet 2015, le candidat du CDP à la présidentielle d'octobre prochain sera désigné au cours d'un congrès extraordinaire. Edi Komboigo a exhorté les militants à le soutenir pour une reconquête du pouvoir d'État. Direction Tinkodogo, où le nouveau temps pour la démocratie a sonné la mobilisation dans ses rangs. La vision et les projets du parti ont été exposés aux militants du NTD de cette partie donc du Burkina. Hortense Evelyne Yelemou pour le compte-rendu. Une démocratie pour un nouveau temps, celui des jeunes soufflés par le vent de l'insurrection des 30 et 31 octobre. Voilà le message apporté aux militants du NTD, nouveau temps pour la démocratie. À Tinkodogo, Vincent Dabilgou et ses camarades s'expliquent sur les raisons de la création de leur parti. Un parti formé d'anciens membres du CDP, du RDB, de la CFD et de l'UPR. Le besoin de démocratie est très fort au Burkina Faso. Et c'est dans ce sens que nous disons c'est un nouveau temps pour la démocratie, parce que la démocratie va s'enraciner davantage, parce que le peuple a pris conscience. Femmes, jeunes et anciens ont tous marqué leur soutien au parti. À travers des questions et des slogans scandés, ils ont promis offrir au NTD la majorité des conseillers et des députés de la région. Nous sommes satisfaits du niveau d'organisation au niveau de la commune. Nous sommes surtout satisfaits parce que nous ont montré qu'au-delà de notre programme d'activité, nos structures ont eu leur propre programme d'activité dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Je crois que c'est ça qui traduit la vivacité de notre parti, le NTD. Les responsables du parti ont invité à leur tour les militants à se démarquer des provocations et à faire du NTD un parti de paix afin d'honorer la promesse faite au roi de Tinkodogo, à qui le bureau exécutif a rendu une visite de courtoisie plus tôt dans la matinée pour bénéficier de ses conseils et de ses bénédictions. L'ODT, elle, ne prendra pas part à l'élection présidentielle. L'Organisation pour la démocratie et le travail l'a annoncé au cours d'une conférence de presse animée ce jour même à Ouagadougou. Les remous qu'a connus le parti ces dernières semaines ont également été évoqués avec les hommes et les femmes de médias. Le point avec Nathalie Savadogo. Voici le nouveau bureau de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail. Élue le 8 janvier 2015, la nouvelle équipe compte 43 membres, dirigée par Sawadgo Mahamoudou. L'ambition est de faire rayonner le parti dans toutes les contrées du Burkina Faso aux prochaines élections municipales. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne voulons pas aller aux élections pour aller. Parce que ce que je disais tantôt au cours de la conférence, nous sommes dans 40 provinces actuellement. Et les 5 provinces qui restent, on ne les a pas couvertes. Donc ce qui fait que pour être sérieux, il faut couvrir les 45 provinces pour quelqu'un ou un parti qui veut briguer la magistrature suprême. Pour nos militants, nous leur lançons un appel, comme je le disais également au cours de la conférence. Ceux qui sont partis parce que nous avions des problèmes en son temps, ils n'ont qu'à revenir. Et ceux qui voulaient venir, ils n'ont qu'à venir. Et ceux qui sont là, ils n'ont qu'à serrer les ceintures pour qu'on puisse travailler afin de porter haut
le flambeau de l'ODT. Après la longue traversée judiciaire, la nouvelle direction de l'ODT compte remodeler le parti dans une nouvelle dynamique et engranger des élus pour les élections municipales et législatives prochaines. Voilà donc pour la page politique de cette édition. C'est aussi la fin ce jour, conformément aux dispositions du code électoral voté par le CNT le 7 avril dernier, de toute couverture médiatique des meetings de ces partis politiques. L'épilogue. Ce n'est pas encore la fin de ce journal. Nous avons pu joindre Jean-Emmanuel Ouedraogo qui est sur place à la cour d'appel de Ouaga 2000, donc où se tient le procès de l'affaire Guiro. Jean-Emmanuel Ouedraogo qui a été joint au téléphone. Nous l'écoutons. L'ancien DG des douanes, Ousmane Guiro, tire à sa fin. Le jury s'est retiré pour délibérer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que côté réquisitoire, il faut noter que la partie civile, notamment l'agent juridique du Trésor, a demandé au jury de reconnaître Ousmane Guiro coupable de 3 chefs d'accusation, corruption passive spéciale, enrichissement illicite, mais également violation de la réglementation des changes. La partie civile a réclamé 500 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts au profit de l'État. Elle a également demandé donc la confiscation des scellés, notamment donc les 2 cantines qui contiennent donc la somme d'1,9 milliard de francs CFA. Quant au ministère public, le procureur général a rappelé également le contexte dans lequel, en tout cas, cette rocambolesque histoire donc est née, notamment donc 2011, le pays qui était dans une situation difficile après les mutineries, situation économique difficile. Alors, le procureur général a réclamé aussi que le jury reconnaisse la culpabilité de Ousmane Guiro, l'ancien directeur général des douanes, sur les 3 chefs d'accusation, en rappelant donc le déséquilibre qu'il y a entre ses revenus et son patrimoine. Le procureur général a réclamé donc 10 ans ferme et 10 millions d'amende pour l'ancien DG des douanes. Il a également demandé la confiscation de tout son patrimoine immobilier, à l'exception de sa résidence, là où sa famille vit. Il a réclamé également donc que les scellés, notamment les 2 cantines contenant donc le 1,9 milliard, puissent être confisqués. Par ailleurs, le procureur général a également demandé la suspension des droits civiques d'Ousmane Guiro pour 5 ans au moins. Et quels sont les arguments de la défense? Alors, du côté de la défense, il faut dire que le collège des avocats qui défendent donc Ousmane Guiro se sont succédés à la barre. 4 avocats se sont succédés et tous donc ont abondé dans le même sens pour rappeler en fait que le parquet n'a apporté aucune preuve de la culpabilité de M. Ousmane Guiro sur ces 3 chefs d'accusation. Ils ont notamment estimé que leur client était présumé coupable. Ils ont dénoncé notamment l'immixtion de l'État à travers le gouvernement. Ils ont dénoncé l'immixtion également de la société civile qui ont multiplié donc les conférences de presse et les déclarations tendant à dire donc que M. Guiro était coupable donc des faits qui lui étaient reprochés. Et donc ils ont estimé que Guiro en fait était une victime que l'on voulait sacrifier pour satisfaire l'opinion publique. Ils ont demandé véritablement que leurs clients puissent être relaxés
purement et simplement, et il faut dire qu'ici à la cour d'appel de Ouagadougou, c'est l'attente, tout le monde attend donc le verdict. En tout cas, le jury nous a promis un verdict avant minuit. Donc, on ne sait pas à quelle heure véritablement ce verdict-là va tomber, mais certainement avant minuit, pour Fousseni Kindo. Ok, on sera très attentif à ce verdict. Merci à vous, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Voilà, Jean-Emmanuel Ouedraogo sur place, donc à la cour d'appel de Ouagadougou. Il a été joint il y a quelques minutes seulement par Fousseni Kindo. Toute autre chose à présent, je vous l'annonçais en titre, le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque a animé un point de presse ce samedi. L'objectif étant de faire le point sur les préparatifs du Hajj 2015. Si le prix de la participation est à la hausse cette année, le nombre des pèlerins, lui, est revu à la baisse. Des innovations sont également à noter, à l'image de l'inscription en ligne des candidats au Hajj. Amandine Lalsaga. Les inscriptions des candidats pour le Hajj 2015 se font en ligne. Cette année, le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque innove à travers la création d'un site web pour permettre aux 39 agences retenues d'effectuer les inscriptions des pèlerins. On a un quota de 5500. Une agence ne peut pas dépasser 800 pèlerins. Malheureusement, un beau matin, puisque l'inscription a été lancée le 4, et le 20 déjà, le quota de 5500, bon, moins le nombre que le comité avait retenu, les 50, 5450 était atteint. À 2 mois du pèlerinage, le coût de participation n'est pas encore fixé. Cependant, le comité annonce une hausse du coût de transport. Cette année, ce n'est pas sûr que l'État puisse nous apporter le soutien pour prendre en charge cette partie-là qui est de 125 000. Il va sans dire que les pèlerins aussi vont payer ça. Donc il y aura la restauration à Médine et il y aura la restauration qu'on faisait, le paquetage de Mina Arafat. Donc ça veut dire qu'on aura au moins des bonnes centaines de mille qui vont s'ajouter. Et il faut que les pèlerins soient informés que ce n'est pas la faute ni du comité, ni des agents, ce sont des contraintes qui sont liées à l'organisation du Hajj au niveau mondial. Ces contraintes n'entravent pas le bon déroulement des préparatifs, souligne le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins sont invités à se munir des documents nécessaires afin d'éviter tout désagrément. L'on s'attelle au mieux à réduire la vulnérabilité climatique au niveau des populations locales. Le département en charge de l'environnement pilote le projet dont les bases ont été jetées au cours d'un atelier. Les participants ont la charge d'amender le projet centré sur l'agro-silvo-pastoral. Plus de précisions avec Ini Walkoy Janine Kamire. Le présent atelier marque le lancement de la formulation d'un projet dans le domaine agro-silvo-pastoral. Les acteurs du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques réunis se familiarisent avec le contenu du projet. C'est un projet qui va développer des activités, d'abord inclusives, qui vont permettre à toutes les populations à la base et également à toutes les administrations de pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques, contre leurs effets dont le Burkina Faso n'est pas étranger. Depuis 2007, le PNUD accompagne le Burkina dans la mise en œuvre du programme d'action nationale d'adaptation au changement climatique PANA. Et pour ce présent projet en cours de validation, il compte encore aider notre pays à mobiliser les ressources financières nécessaires. Il permettra au moins de travailler sur l'adaptation au niveau agro-silvo-pastoral. Donc ça, c'est une dimension très très importante pour que les populations vulnérables puissent s'adapter dans le contexte des changements climatiques au Burkina Faso. À l'issue de l'atelier, il est attendu un document cohérent et consensuel qui sera d'abord soumis au gouvernement pour adoption et ensuite soumis au secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour financement. Le but est de réduire la vulnérabilité climatique au niveau des populations locales et développer de bonnes pratiques dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et du pastoralisme. Quels sont les résultats du projet Tree Aid en œuvre depuis 4 ans maintenant dans le Pastoré? À cette question, une mission suédoise est allée répondre directement sur le terrain. Nous sommes dans la commune rurale de Gomposom. La Suède a en effet financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA un projet qui vise la protection des forêts situées dans cette localité. Amandine Lalsaga nous fait le point de cette visite de terrain. Nous sommes dans la forêt de Tolia,
situé au cœur de la commune rurale de Gompossom, dans le Passoré. Avec une superficie d'environ 1400 hectares, la forêt de Tolia est constituée d'espèces végétales telles le résinier, le karité et les lianes. Jadis en proie à la désertification, cette forêt doit aujourd'hui en partie sa verdure au projet True Aid qui s'achève, financé par l'ambassade de Suède. Cette visite nous permet justement d'avoir des discussions approfondies avec le partenaire et voir justement aussi les réalisations sur le terrain. En plus de Tolia, la forêt Tayende, toujours dans la commune rurale de Gompossom, est bénéficiaire des appuis du projet. J'ai pu appuyer dans le matériel. Vous avez vu les surveillants des zones qui sont équipés. Ils ont des vélos, ils ont des tenues, ils ont des bottes, ils ont des badges. Il y a aussi les femmes là qui viennent d'avoir un petit équipement en matériel de transformation de produits forestiers non liés. La commune de Gompossom, reconnaissante à True Aid et à ses partenaires, a souhaité le renouvellement du projet. Elle a cependant recommandé le renforcement des capacités et compétences des instances communales en gouvernance forestière, gestion de projets. Une rencontre à présent pour jeter les bases d'une relecture des curricula des offres de formation. L'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'université Ouagadougou a organisé une table ronde sur les programmes de formation en licence et master des mathématiques de la décision. Les précisions dans ce reportage de Hortense Evelyne Guillemot. Cette table ronde a pour ambition de faire connaître les nouvelles filières de formation et de tisser des relations de partenariat avec les entreprises. Ce rendez-vous de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'université Ouagadougou devrait en principe assurer une efficacité interne et externe de ces nouvelles offres de formation. L'objectif de cette table ronde, c'est de mobiliser autour de formations professionnelles que nous offrons afin qu'ensemble nous puissions relire les offres de formation que nous avons initiées, qui ont démarré, pour faire en sorte que les étudiants qui vont être formés soient formés dans le but, donc justement, et dans les besoins des organisations professionnelles. Ces formations liées aux mathématiques de la décision sont orientées vers l'actuariat, les banques et les finances. En associant les acteurs du monde professionnel, les responsables de l'université Ouagadougou espèrent former des étudiants prêts à l'emploi. Il y a un besoin réel au niveau du marché du travail. C'est en fonction des études qui ont été faites que l'UFR a décidé d'ouvrir cette formation-là pour satisfaire ces besoins qui se manifestent sur le marché. À terme, ces filières de formation vont mettre sur le marché de l'emploi 30 étudiants chaque année. Communication gouvernementale, rôle du service de l'information du gouvernement. C'est le thème de mémoire de fin de cycle de Salimata Fofana, étudiante à l'ENAM. Ses recherches ont été axées sur la contribution du SIG pour une communication réussie en temps de crise. Sa soutenance a été suivie pour nous par Amandine Lalsaga. Chaque époque historique et chaque type de société n'ont-ils pas la configuration communicationnelle qu'ils méritent? Cette interrogation du professeur Arma Martela de l'Université de Paris 8 a inspiré l'étudiante Salimata Fofana à étudier pour son mémoire de fin de cycle la problématique de la communication gouvernementale du Burkina sous la 4e République. Une république marquée par des soubresauts tels l'affaire Norbert Zongo, les mutineries de 2011 et l'insurrection populaire d'octobre 2014. De l'avis de l'impétrante, le gouvernement devrait orienter sa communication sur l'essentiel des problèmes des citoyens au détriment des communications de prestige. Salimata Fofana s'est également appesantie sur le rôle du service d'information du gouvernement SIG. Selon elle, le SIG devrait apporter une contribution dans la définition et la mise en œuvre d'une communication gouvernementale cohérente. Avec la crise récente, vous avez vu que le SIG n'a pas fonctionné. Vraiment, c'est très important comme service. Alors que ici, c'est comme une branche du ministère. Il n'y a pas d'autonomie de gestion. Le travail de l'impétrante a été sanctionné par la note de 15 sur 20. Elle obtient ainsi son diplôme d'attaché de direction à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM.
La FOARD, la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement solidaire à la RTB, les membres de la structure ont offert du matériel informatique pour renforcer les équipements de production. Maxime Zongo. Ils sont loin du pays, mais toujours informés de l'actualité au Faso grâce, en grande partie, à la chaîne au cœur des grands événements. Les membres de la FOARD, la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, un regroupement d'associations de la diaspora, dont le siège est à Abidjan, de passage au Burkina, ont tenu à rendre visite à la RTB. Une occasion pour saluer les efforts de ses responsables et de son personnel. Au terme de la visite, c'est beaucoup de satisfaction déjà de comprendre un peu comment les choses se passent. Et au-delà de ça, nous voyons un peu comment est-ce qu'au fait, le personnel de la télé fournit des efforts. Parce que vous êtes au fait démunis en matériel et on a constaté au fait qu'il y a beaucoup de choses au fait à faire au niveau de la télé. Sensibles aux dommages subis par la télévision lors des événements d'octobre 2014, ils ont remis du matériel informatique aux responsables de la télévision. Un geste salué à sa juste valeur en ce qu'il vient renforcer les équipements de production. Demain sera célébrée la fête de la musique, mais nous parlons de celle dédiée à l'artiste commémorée le 19 juin dernier. C'est à la représentation nationale que les artistes ont été mis en lumière à travers une exposition. 112 œuvres sont ainsi exposées au Conseil national de transition. Un clin d'œil aux administrateurs d'édifices publics invités à oser la créativité des artistes burkinabés. Ismaël Diloma Sirima. Des œuvres d'art plastique ont envahi le hall du Conseil national de la transition CNT. Cette exposition, qui à chaque année se fait dans un édifice public différent, entre dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'artiste, célébrée chaque 19 juin. C'est ainsi que 3 jours durant, 112 œuvres ont coloré le CNT. C'est un sentiment de joie qui nous anime au niveau du Conseil national de la transition. La joie d'accueillir les artistes qui célèbrent cette grande fête qui est la nôtre aussi. C'est dire aussi le symbole que cela représente. Nous représentons le peuple, y compris les artistes. Nous sommes sensibles à tout ce qui est création, créativité au sein de notre peuple. Peint, dessiné, sculpté ou monté, chacune de ces œuvres réalisées par 40 artistes présente une symbolique particulière. On a beaucoup de thèmes sur la famille, le commerce, un peu des thèmes d'actualité. On a aussi des thèmes politiques que vous avez. On interpelle les gens à plus de tolérance, à plus de paix pour ce pays. Ce cadre a également été une opportunité pour les artistes de réclamer à nouveau quelques espaces dans les édifices publics afin de laisser leur art s'exprimer. Demain, au jour où sera donc célébrée la fête de la musique, les portes seront grandes ouvertes au musée de la musique de Ouagadougou. Mais avant, découvrons ensemble un bien culturel inscrit depuis 2012 au patrimoine culturel immatériel donc de l'humanité, le balafon Sénoufo. C'est avec Aruna Maré. Ces notes musicales qui bercent ce public à la faveur de cette exposition inaugurale sont celles du balafon Sénoufo. À travers cette exposition, le ministère de la Culture et du Tourisme accorde là une place de choix à ce patrimoine immatériel. Nous avons prévu de célébrer un instrument particulier du Burkina qui est le balafon Sénoufo. Ce balafon est un élément inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, donc de l'UNESCO. Et c'est le seul élément que nous avons, le seul élément qui est inscrit sur cette liste. En pleine rénovation, le musée de la musique a été érigé il y a maintenant 16 ans. Cette mémoire de la musique burkinabé abrite une douzaine de balafons. Tous les balafons que nous avons ici ont été utilisés, soit pour des fêtes populaires, soit pour des rituels. Le balafon est sacré et le balafon joue un rôle très important. Et quand on parle donc du sacré, quand on parle d'initiation, quand on parle donc de libation ou de rite funéraire.
Instrument de musique traditionnelle aux multiples fonctions sociales, le balafon sénoufo continue de séduire plus d'un. Pour permettre à des générations de toujours satisfaire leur curiosité, l'administration du musée émet le vœu de voir d'autres balafons agrandir la collection. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal sur la télévision du Burkina. Bonsoir.